Nous sommes en l'an 2600 et le programme Nouvelles Frontières a enfin commencé. Tu as sous les yeux la liste des planètes pour lesquelles tu dois planifier la construction d'habitations et la première est Vénus. La sœur jumelle maléfique de la Terre t'accueille avec une chaleur rafraîchissante de 427 degrés Celsius et une belle pluie d'acide sulfurique. Tout d'abord, la chaleur signifie qu'il est pratiquement impossible de vivre à la surface ici. Alors tu places immédiatement la future maison à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Les murs, le sol et le plafond doivent être faits d'un matériau résistant à la chaleur et durable. Alors tu les fais en carbure d'hafnium. Découvert en 2016, il résiste à des températures de plus de 3900 degrés Celsius. Ensuite, tu installes le système de refroidissement et de purification de l'air. Il capture l'air toxique de l'atmosphère vénusienne et le fait passer à travers un réseau complexe de filtres, délivrant un air respirable à l'habitation. Comme avantage supplémentaire, la température de cet air peut être facilement augmentée grâce à ce qui se passe à l'extérieur. Tu crées une pièce séparée sous l'espace principal que tu baptises « salle du générateur ». L'appareil qui s'y trouve utilisera l'énergie géothermique presque infinie de la planète pour alimenter la maison en électricité. Tu réfléchis un moment et tu ajoutes aussi une salle de bain géothermique. Il n'y a pas d'eau sur Vénus, mais on peut l'extraire et la séparer de ces nuages acides. Le système de tuyauterie comprend une unité de chauffage pour l'eau chaude et une unité de refroidissement avec de l'azote liquide pour l'eau froide. Le jardin est un autre espace dédié. Comme aucune plante ne pourrait survivre à la surface, tu crées une pièce spacieuse avec des lumières vives au plafond et un système d'arrosage dans toute la zone. Tu as de grandes parcelles de terre pour les légumes, plusieurs hectares pour les plantes fruitières et une grande parcelle au centre pour quelques arbres à longue durée de vie comme les chênes. Ils apporteront de l'oxygène supplémentaire à tout le bâtiment. Le jardin est également entouré d'une enveloppe de carbure d'hafnium pour que les plantes ne se fanent pas dans la chaleur excessive du sol vénusien. Tu vérifies que tout est bien en place et tu te rends à ton prochain arrêt, Saturne. C'est une planète gazeuse, mais il y a une couche fine mais stable où l'on peut s'installer. Sa température est juste au bon niveau pour que les humains s'y sentent bien. Tu crées une plateforme volante pour y construire ta maison. Il n'y a pas du tout de sol solide sur Saturne. La plateforme est équipée d'éoliennes. Les vents sur la géante gazeuse atteignent des vitesses incroyables. Il faudra donc les contrer tout en se nourrissant de l'énergie des ouragans. La pression et la température sont à peu près correctes à cet endroit, donc ta principale préoccupation est à nouveau le vent. Tu fais en sorte que l'habitation soit basse et ressemble presque à un frisbee pour un meilleur aérodynamisme. Les murs et le toit sont faits d'une seule plaque de métal robuste pour que les puissantes rafales ne puissent pas arracher le toit. Tu les fais également épais de plusieurs mètres et tu ajoutes quelques fenêtres avec des vitres de qualité spatiale qui ne se briseront pas. L'eau peut être extraite d'une autre couche en utilisant une série de plateformes similaires avec des tuyaux intégrés. L'électricité et la chaleur ne sont pas non plus un problème grâce au vent puissant. Le seul problème est la nourriture, mais elle peut être importée depuis d'autres planètes habitées au début, ainsi que le sol fertile pour le jardin. Tu crées un espace pour cela sur une autre plateforme volante pour l'avenir. Satisfait de ton travail, tu te diriges vers la prochaine destination sur ta liste, Europa. Cette lune de Jupiter est recouverte d'une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, pleine de canyons et de crevasses. Mais en profondeur, il y a un océan d'eau salée plus grand que tous les océans de notre bonne vieille Terre réunie. Tu décides d'en profiter et tu optes à nouveau pour une habitation souterraine. La température est glaciale, mais plus tu es proche du noyau de la planète, plus il fait chaud. Tu places l'habitation aussi profondément que possible pour extraire en toute sécurité l'eau de l'océan souterrain. Les murs et le plafond sont rembourrés d'isolants et dans la cave, il y a un système de purification qui transforme l'eau salée en eau potable. Comme il n'y a pas d'atmosphère à proprement parler, l'air respirable est extrait de la glace. Lorsqu'elle fond, la vapeur d'eau est recueillie et filtrée, puis enrichie d'autres substances nécessaires et délivrée à l'habitation. Pour ce qui est de la nourriture, tu optes pour une solution inhabituelle, des plantes et des poissons marins comestibles. Tu crées un réservoir séparé pour cultiver des algues directement dans l'océan et différentes sortes de poissons peuvent être importés de la Terre et d'autres planètes habitées afin qu'ils se reproduisent sur Europa. Prochain arrêt, Pluton. La minuscule planète naine qui ne fait que 1/6 de la largeur de la Terre a un gros potentiel de terraformation. Alors tu crées immédiatement un grand dôme pour ton habitation.
Le soleil brille beaucoup plus faiblement ici qu'à n'importe quel autre endroit du système solaire. Alors tu construis des panneaux pour augmenter la lumière du soleil sur tout le dôme. Ils permettront à la surface en dessous de recevoir plus de lumière et de chaleur, ce qui portera la zone à une température plus confortable. La glace sur Pluton est constituée d'eau gelée comme sur Terre, alors tu construis une station pour la faire fondre et recueillir le liquide obtenu dans de grands réservoirs pour une utilisation ultérieure. Il y a aussi un possible océan liquide en profondeur, alors tu ajoutes une plateforme de forage profond, mais tu mets un point d'interrogation dessus, tu ne sais pas encore si elle sera utile. Une fois la zone réchauffée et bien éclairée, tu construis une habitation assez ordinaire, comme celle auquel nous sommes habitués sur Terre et sur Mars terraformé. 2 étages, des murs et un plafond en alliage de carbone ou de titane pour la durabilité et une cave fortifiée. Mais tu ajoutes aussi un rembourrage d'isolation d'urgence qui ne se déclenchera que si quelque chose arrive au dôme d'éclairage. S'il est percé, la température tombera rapidement en dessous de zéro. Il y a aussi très peu d'atmosphère sur Pluton. Il faudra donc à nouveau générer de l'air respirable à partir de la glace. Cette fois, tu combines le système de collecte d'eau avec l'installation de production d'air. Pendant que l'un produit de l'eau potable, l'autre collectera de la vapeur et l'améliorera avec tous les éléments nécessaires. Tu vas même jusqu'à créer un dispositif de contrôle de la météo. Il chauffera ou refroidira différentes couches de l'air produit et les mélangera pour créer des vents et des nuages de pluie comme sur Terre. Cela permettra aux cultures de pousser dans un environnement plus naturel et Pluton pourrait même un jour devenir une planète verte. Juste au-dessus, dans le ciel bleu foncé, se trouve Charon, la plus grosse lune de Pluton. Elle fait la moitié de la taille de la planète naine, ce qui donne une vue spectaculaire. Son climat est presque identique à celui de Pluton. Dans un élan d'inspiration, tu crées une maison de vacances pour les Plutoniens. Ici, sous un dôme similaire, ils pourront explorer un autre petit monde et regarder leur planète naine depuis l'autre côté. D'ailleurs, c'est toujours le même côté, tout comme pour notre Lune, ce qui te rappelle ta prochaine destination, Zarmina. Anciennement connue sous le nom de Gliese 581G, elle se trouve à 41 années-lumière, le voyage le plus long jusqu'à présent. La planète est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'il y a un jour perpétuel d'un côté et une nuit perpétuelle de l'autre. Il ne s'agit pas seulement de lumière, mais aussi de chaleur. Le côté jour est beaucoup plus chaud et le côté nuit est partiellement recouvert de glace. À moins que nous ne terraformions la planète, la zone la plus confortable à habiter, appelée la zone Terminator, se trouve juste entre les deux côtés. Il n'y fait ni trop chaud ni trop froid, et il y a un crépuscule éternel. Le soleil est toujours juste au-dessus de l'horizon. La bonne nouvelle, c'est que l'atmosphère de Zarmina, bien que volatile, est assez proche de celle de la Terre. Mais tu couvres quand même la zone sélectionnée d'un dôme protecteur au cas où. Ici, les habitations humaines n'ont pas besoin d'être spécialement protégées des éléments, et il y a aussi de l'eau liquide. Tu construis une maison assez ordinaire, comme celle de Pluton, mais tu ajoutes ensuite quelques détails cruciaux. Tout d'abord, le dispositif de contrôle de la météo. Malgré l'atmosphère semblable à celle de la Terre, les habitants auront besoin d'un changement de temps régulier pour faire pousser des cultures. Ensuite, tu couvres le dôme avec des plaques mobiles. Vivre dans un crépuscule constant pourrait être assez déprimant, alors les plaques bougeront selon des rythmes de 12 heures. Pendant la journée, elles tourneront pour renforcer la lumière du soleil, tandis que la nuit, elles la dévieront en arrière, rendant le ciel sombre. Ensuite, tu te rends aux deux bords de la zone Terminator et tu installes des centrales géothermiques. Du côté chaud, l'installation produira de l'énergie pour tous les besoins des colons et prendra de l'eau chaude pour l'utiliser dans les foyers. Du côté froid, l'installation produira de l'eau froide à partir de la glace. Le côté nuit peut aussi être utilisé comme un réfrigérateur géant. Les habitants pourraient y stocker les choses qu'ils ont besoin de congeler. Pour en faciliter l'accès, tu étires le dôme d'un bord à l'autre et tu crées des installations de stockage simples là où la nuit commence vraiment. Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité.
En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg, ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 Terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface.
Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente, tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir ? Pourquoi avons-nous l'apparence que nous avons ? C'est essentiellement à cause de cette bonne vieille planète Terre, son atmosphère, sa gravité, ce genre de choses. Quand tu t'évades sur une plage pendant une semaine, tu as tendance à bronzer. Ok, mais qu'en serait-il d'aller vivre sur une toute autre planète ? Un astronaute a passé une année entière à vivre sur la Station spatiale internationale. La pesanteur signifie qu'aucune gravité n'a été exercée sur son corps, si bien que ses os se sont affaiblis, ses muscles aussi. Cela a créé plus d'espace entre ses vertèbres. Il est donc devenu un peu plus grand, et ce, seulement en un an. Pour revenir à la plage, plus tu passes de temps au soleil, plus ton bronzage sera prononcé. Alors, si on allait vivre sur Mars ? Après quelques centaines d'années, le premier grand changement que tu pourrais remarquer est ton nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur la Terre, donc tes muscles et tes os s'atrophieraient probablement, ce qui n'est pas très bon pour survivre sur une nouvelle planète. La gravité nous fait ressentir notre poids différemment. Si tu pèses 75 kg sur Terre, tu aurais l'impression de ne peser que 25 kg sur Mars. Il faudrait que tu manges davantage pour devenir plus fort et plus grand, afin de compenser la faible gravité de Mars. Super! Il est temps de faire pousser des os plus gros et plus forts, des organes, des muscles, etc. Il y aurait encore un changement radical. Ton plus grand organe, ta peau, est la barrière la plus importante qui te protège de tout. Des germes, du vent, des rayons UV, ou même d'avoir un aspect totalement flippant. Bref, ta peau s'occupe de tout. Tu aurais peut-être besoin d'une toute nouvelle peau. Que penses-tu de l'orange ? Désolé, la peau verte appartient à la science-fiction, tandis que les caroténoïdes offrent une très bonne protection contre les UV. C'est ce qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates, les citrouilles. Les maraîchers pourraient faire fortune sur Mars. Plus tu mangeras de ces légumes, plus ta peau deviendra orange. Si tu suivais un régime spécial et que tu portais un équipement de haute technologie, il y a des chances qu'un jour, vivre sur Mars soit tout à fait normal.
Vivre sur Mercure serait vraiment difficile. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est clairement plus chaude que la Terre. Mais bizarrement, pas plus chaude que Vénus. Il y fait très chaud pendant la journée, environ 426 degrés Celsius, mais la nuit, il y fait moins 180 degrés. Les journées sur Mercure sont très longues. T'arrive-t-il de parvenir à la fin de la journée et d'avoir l'impression que tu n'as pas fait grand-chose ? Pour régler le problème, déménage sur Mercure. Un jour sur cette planète dure environ 58 jours terrestres. Cela signifie que tu aurais beaucoup de temps pour te préparer à aller au lit, mais à mon avis, tu t'ennuierais probablement un peu. Une solution pour supporter ces conditions extrêmes serait d'être fait de métal, comme le titane, le nickel ou le platine. La vie sur Vénus serait bien pire que sur Mercure ou Mars. La pression y est déjà problématique. Tu souffrirais probablement d'un long mal de tête sans fin. Se tenir sur Vénus, c'est comme être à 900 mètres sous l'eau. Oh, et cette chose dont nous avons besoin à chaque instant de la journée. Le chocolat ? Non, l'oxygène. Il n'y en a pas beaucoup qui flottent au-dessus de Vénus. Il y a du dioxyde de carbone partout et la surface de la planète est complètement sèche. Cela veut dire qu'il va faire chaud. 465 degrés Celsius. Il y a quelques espèces sur Terre qui peuvent survivre au point d'ébullition de l'eau. Et peut-être que si elles mutaient d'une manière ou d'une autre, elles survivraient à la folle chaleur de Vénus. 130 degrés Celsius est le record jusqu'à présent établi par une espèce de microbe. Prépare-toi donc à une transformation corporelle épique. Tu veux vivre sur Vénus ? Tu devras probablement te transformer en un minuscule microbe pour survivre. Heureusement, l'atmosphère de Vénus contient de la phosphine, ce qui n'est pas génial pour les humains, mais les microbes adorent ça. Mais comme tu n'es pas un microbe, pas encore en tout cas, tu devras porter un équipement spécial pour contrôler la pression et respirer de l'oxygène. Ça ne se présente pas très bien. Peut-être que ce serait plus facile sur Jupiter. Oui, mais non. Cette planète n'a pas de terre ferme. Elle est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est pourquoi on la classe dans les géantes gazeuses. Contrairement à Saturne, tu finirais probablement par flotter autour d'elle. Elle est comme un nuage géant, et si jamais tu réussissais à atterrir, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup là-bas. Il gèle à la surface, et l'atmosphère peut être super chaude en dessous d'elle. On ne le sait même pas vraiment. Si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langue parlée. Cette planète gazeuse absorbe les ondes radio. Donc même si tu pouvais parler, personne ne t'entendrait de toute façon. Et il n'y aurait pas de musique, donc pas de soirée dansante. À quoi bon ? Les gens devraient communiquer en langage des signes. L'atmosphère sur Jupiter est chaotique, avec toutes sortes de vents et de nuages de gaz. Tu ne pourrais probablement même pas voir quoi que ce soit. Donc, ça n'arrivera pas. Pourtant, Jupiter est géniale à regarder. Elle est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire, et il resterait encore de la place. Un voyage sur Saturne te prendra encore une dizaine d'années, et ce serait une grande perte de temps. Saturne est principalement constituée de couches de gaz. Elle n'a pas de surface solide, donc l'agriculture, la construction ou toute autre activité normale sur Terre sont hors de question. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement explorer les fameux anneaux qui l'entourent. Mais tu échouerais, parce que les anneaux sont faits de millions d'éclats de glace qui flottent dans l'espace. On peut penser que Saturne conviendrait à la vie. Certaines couches de cette sphère de gaz géante ont en réalité une température assez agréable. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche de molécules liquides d'une température de 0 degré Celsius, comme le nord du Canada, l'Alaska, la Suède, sauf que tu ne peux pas marcher dessus. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure, et le reste de la planète est incroyablement froid. Donc si tu veux toujours vivre sur Saturne, tu as du travail devant toi. Il faudra te transformer en une boule de neige ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il d'Uranus ? Le temps est un peu bizarre sur Uranus. Alors si tu es dans la région et que tu cherches un endroit pour passer tes vacances, choisis cette planète. Une escapade de 2 semaines sur Terre te donnera 3 ans sur Uranus. Il y a même une mer, si tu es partant pour des vacances à la plage. Le seul problème, c'est qu'elle est faite d'ammoniac, cette substance qui sent mauvais et qu'on utilise pour le nettoyage. Mais fais attention où tu atterris. Si tu te trompes, tu risques de passer une année entière sans soleil. Comment changerais-tu si tu devais passer une année entière dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'Uranus ? Il te faudrait des yeux plus grands pour voir dans le noir et une peau plus épaisse pour empêcher le froid de pénétrer.
Tu pourrais même développer un nouveau système auditif comme celui des dauphins. Passons à Neptune. C'est une autre planète gazeuse, mais les scientifiques pensent qu'il y a probablement un noyau dense à l'intérieur. Si tu faisais le grand saut pour vivre sur Neptune, tu te transformerais probablement en un reptile de l'espace ou un poisson cosmique flottant sans cesse à la surface. La gravité sur Neptune est juste un peu plus élevée que sur Terre, mais il serait vraiment difficile de rester au même endroit. Le vent y est super fort. Il faudrait être beaucoup plus lourd pour y résister. Il est temps de manger à nouveau. Youpi! Mais cette planète est vraiment impossible à vivre. Les scientifiques ne veulent même pas y envoyer un autre vaisseau spatial. Bienvenue sur Pluton. Glaciale, minuscule et super lointaine. Ça n'a pas l'air très excitant. Elle est encore plus petite que notre Lune. Il serait très difficile de rester sur cette planète. Tu devrais probablement te construire une énorme machine qui te ferait tourner, une sorte de fausse gravité. Mais si tu essaies de tourner toute la journée, tu auras besoin de nouveaux systèmes nerveux pour éviter de te sentir mal à l'aise tout le temps. Pluton n'est pourtant pas si mal. Il y a un océan d'eau liquide sous la surface et des montagnes de glace. Si tu t'es procuré un équipement hautement perfectionné et un tas de matériel coûteux. Oh, et des vivres régulièrement acheminés depuis la Terre. Non, trop de logistique. La spaghettification. Tu te demandes si tu peux choisir ta propre sauce ? En fait, c'est un phénomène que tu pourrais éprouver si jamais tu essayais de vivre dans un trou noir. C'est le processus qui consiste à étirer des objets en longues et fines bandes cosmiques. La bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir beaucoup plus grand. Mais la mauvaise, c'est que tu seras plus mince qu'un cheveu humain. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent.
Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de Trappist 1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leur mouvement lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de Trappist 1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri.
C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri B. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre, et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage, et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde. Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre, ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible? L'avenir nous le dira. Si tu atterrissais sur Mercure, la première chose que tu remarquerais serait sa proximité avec le Soleil. C'est en fait la planète la plus proche de notre grosse boule de feu et aussi la plus petite. Mais ce n'est pas la planète la plus chaude, c'est à Vénus que revient ce titre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil, et il faut environ 3 mois à Mercure. Enfin 88 jours pour être exact. Les journées y sont extrêmement chaudes, la température y atteint plus de 425 degrés Celsius. Mais de l'autre côté de la planète, où il n'y a pas de soleil, les températures descendent à moins 180 degrés Celsius. L'atmosphère de Mercure ne peut pas conserver la chaleur pendant la nuit, tout comme dans un désert. Et comme dans beaucoup de déserts, on n'y trouve ni humidité, ni nuages, ni pluie. Si tu parviens, en passant d'un bout à l'autre de la planète, à éviter la chaleur torride et le froid glacial, alors tu pourras survivre. Mais l'oxygène est plutôt rare dans l'atmosphère de Mercure. Du coup, tu ne vivras qu'aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle. De plus, la magnétosphère de Mercure est balayée par les vents solaires et les tornades plasmatiques sont courantes. La température sur Vénus peut atteindre 540 degrés, mais la gravité y est très similaire à celle de la Terre. Tu peux te promener près des montagnes et même faire du jogging. Seulement la chaleur te fera fondre instantanément. La course à pied n'est peut-être pas une bonne idée après tout. Et puis la pression extrême t'écraserait comme une canette de soda. C'est comme si tu te trouvais à 1 km sous l'eau sur notre planète. Tu ne tiendrais donc que quelques secondes sur Vénus. La planète rouge abrite la plus haute montagne du système solaire, environ 3 fois plus haute que le mont Everest, et c'est aussi un volcan. Bien qu'on l'appelle la planète rouge, Mars est en fait très froide. Il lui faut un peu moins de 2 ans pour effectuer une rotation autour du Soleil, soit 687 jours pour être précis. Et une journée sur Mars compte 25 heures, juste un peu plus que sur Terre. L'atmosphère y est très ténue et on ne peut pas y respirer. La planète connaît des tempêtes de poussières incessantes et ses calottes polaires sont recouvertes de dioxyde de carbone. Tu n'y gèleras pas, mais tu auras besoin de vêtements épais pour rester au chaud. Tu pourras t'y promener aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. La bonne nouvelle, c'est que tu y verras des paysages magnifiques. La plus grosse planète du système solaire est l'impressionnante Jupiter. Si Jupiter était un ballon de basket, la Terre ne serait qu'un grain de raisin à côté d'elle. Elle n'a besoin que de 10 heures pour tourner autour de son axe, ce qui est beaucoup plus court que pour la Terre. L'une de ses belles attractions touristiques est la Grande Tache Rouge, une zone où un ouragan fait rage depuis plus de 300 ans. Et cette zone fait 2 fois la taille de la Terre. La plus grande planète de notre système solaire a besoin d'environ 12 années terrestres ou 4307 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Mais la gravité de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre. En plus du manque d'oxygène et des vents qui te maintiendraient éternellement dans les airs, l'immense pression te réduirait vite en bouillie. Ton séjour ne pourrait pas durer plus de quelques secondes. Pluton, une ancienne planète, la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire, est maintenant considérée comme une planète naine. Et parce qu'elle est si loin, c'est l'un des endroits les plus froids qui soient, avec des températures atteignant les moins 200 degrés Celsius. Alors apporte une veste, ou même 2. De la glace de méthane recouvre ces montagnes, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres. Il faut à Pluton 248 ans pour tourner autour du Soleil. Et comme tu peux l'imaginer, elle est très impatiente de fêter le nouvel an. Mais il lui faut seulement 6 jours terrestres pour effectuer une rotation complète autour d'elle-même. Et surprise, l'air y est aussi impossible à respirer.
En plus du méthane qui flotte partout, l'azote est aussi assez courant. La gravité y est faible, alors il te faudra retenir ta respiration en flottant dans les airs, et puis tu gèleras comme un glaçon. Là encore, tu ne tiendrais que quelques secondes. La planète la plus venteuse de notre système solaire est Neptune. Son noyau est similaire à celui de la Terre. Elle est entourée de 14 lunes. Une journée est plutôt courte par rapport à nos journées sur Terre. Tu ne disposerais que de 17 heures pour faire tout ce que tu as à faire. Et comme pour Pluton, il lui faut plus de 150 ans pour tourner autour du Soleil. Neptune est aussi connu sous le nom de planète bleue en raison de l'absorption de la lumière rouge par le méthane dans l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Donc, en plus de ne pas pouvoir respirer, tu y serais également écrasé par l'immense pression, comme sur Jupiter. Personne ne pourrait y tenir plus de quelques secondes. La deuxième plus grosse planète de notre système solaire est Saturne, qui a tous ses anneaux autour d'elle. De loin, ces anneaux ressemblent à un gros morceau de roche qui tourne sur lui-même, mais en fait, il est composé de nombreuses couches de particules de glace et de roches de toute taille, des petits cailloux et des objets de la taille d'un bus. Les anneaux sont ainsi formés à cause de la gravité de Saturne. Une journée sur cette planète ne dure que 11 heures. Il y a beaucoup de vent dans la partie supérieure de son atmosphère. Saturne possède aussi beaucoup de lunes, comme Jupiter. Et comme sur Jupiter, tu y serais écrasé par une pression extrême avant même d'avoir pu ouvrir les yeux. Tu ne tiendrais pas plus de quelques secondes ici non plus. Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle possède des conditions plus proches de celles de la Terre que toute autre planète ou lune existante, alors vivre à sa surface devrait être tout à fait possible. Malheureusement, tu y gèlerais sur place. Cette lune est le seul endroit de tout le système solaire qui possède des rivières, des océans et des lacs liquides. Ils sont tous recouverts de méthane et d'éthane et l'atmosphère est très similaire à celle de la Terre. Il y pleut même de temps en temps. Notre lune n'est pas très accueillante non plus. En raison du manque d'oxygène, tu ne tiendras là qu'aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. Les rayons cosmiques du Soleil t'affecteront, mais sauter d'un cratère à l'autre peut s'avérer extrêmement amusant. Si tu essayais d'aller sur le Soleil, tu te vaporiserais en un clin d'œil. Les températures peuvent y atteindre environ 15 millions de degrés Celsius. Et ce n'est qu'une estimation près du noyau. Il te faudra aussi t'inquiéter des couches extérieures qui te désintégreront tout aussi vite. Le mieux est sans doute d'appuyer sur le frein et de prendre la sortie la plus proche, temps estimé sur le Soleil moins d'une seconde. Notre petite planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre et où un humain peut atteindre 80 ans. Nous nous sommes adaptés à des conditions météorologiques plutôt raisonnables et à une gravité correcte qui ne nous écrase pas. Nous pouvons y vivre partout, dans les déserts secs comme sur les pics enneigés. C'est le seul endroit du système solaire où toutes les conditions sont réunies pour permettre notre survie. Les scientifiques espèrent qu'un jour, nous serons en mesure de vivre sur d'autres planètes que la nôtre. Mars est l'endroit le plus proche qui puisse nous accueillir, mais il nous faudrait y construire un immense dôme pour pouvoir y vivre. Elon Musk veut utiliser des robots Tesla comme premier équipage non humain. Leur tâche consisterait à y bâtir nos futures maisons. Les robots peuvent acquérir des informations sur la planète et imiter la façon dont les humains marchent et se comportent, ce qui nous permettra de savoir ce dont il faudra nous inquiéter. Dans tous les cas, les humains devront être vêtus de combinaisons pour s'approcher de n'importe quelle planète. Nos corps ne sont pas faits pour affronter les conditions qui y règnent, à moins bien sûr que nous n'évoluions naturellement pour nous adapter à ces environnements nouveaux. Le tardigrade est le seul animal sur Terre qui peut vivre dans les conditions les plus extrêmes, au plus profond des océans comme au sommet des plus hautes montagnes. On a envoyé quelques-unes de ces bestioles microscopiques dans l'espace et découvert qu'elles peuvent vivre dans le vide spatial pendant 10 jours et revenir sans problème. Ce sont probablement les seules créatures connues sur Terre qui peuvent survivre de manière prolongée sur n'importe quelle planète, sauf le Soleil. Les scientifiques affirment que si un gros astéroïde venait à frapper la Terre, les tardigrades seraient parfaitement en mesure de survivre. Mais les humains ne sont tout simplement pas faits pour vivre en dehors de la Terre sans l'équipement adéquat. Prépare ta garde-robe, tu vas déménager sur Mercure. Ta mission est de trouver ce que tu dois porter là-bas pour te sentir à l'aise. Alors voilà, Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Il y fait plutôt chaud, environ 427 degrés Celsius, 2 fois plus que ce que ton four de cuisine peut produire. Tu as besoin d'une combinaison capable de réfléchir la chaleur comme celle-ci. Elle ressemble à du papier d'aluminium pour rôtir les canards. La surface réfléchissante, presque comme un miroir, reflète les rayons de chaleur et empêche ce qui se trouve à l'intérieur de cuire, c'est-à-dire toi.
Cette combinaison est conçue pour aller au cœur des volcans sur Terre et peut résister jusqu'à 800 degrés Celsius. C'est 2 fois plus que la température à l'équateur de Mercure. Oh, et apporte une bouteille d'oxygène, sinon tu ne pourras pas respirer là-bas. Et tu dois attacher de lourds poids à tes jambes, Mercure est plus petite que la Terre et la gravité y est presque 3 fois plus faible. Tu dois donc augmenter ton poids de presque 3 fois pour être à l'aise. Il y fait extrêmement froid la nuit, alors tu dois bourrer ta combinaison thermique de matériaux isolants. Mais même cela ne te sauvera pas, car il fait 3 fois plus froid qu'au pôle Nord. En outre, l'atmosphère de Mercure ne te protège pas des radiations solaires aussi bien que celle de la Terre. Tu dois donc porter d'épaisses plaques de plomb sous ta combinaison pour te protéger. Mais la meilleure chose à faire est simplement de quitter cette planète. La suivante est Vénus. Bien qu'on l'appelle la sœur jumelle de la Terre, son paysage est plutôt effrayant. Un désert chaud avec des volcans et des nuages si denses que tu peux à peine voir le soleil. Ces nuages contribuent à l'effet de serre. Vénus est donc la planète la plus chaude du système solaire, 477 degrés Celsius. La combinaison qui réfléchit la chaleur ne t'aidera pas cette fois-ci. La pression atmosphérique ici est 92 fois plus élevée que sur la surface de la Terre. C'est comme si tu plongeais à 920 mètres sous l'eau. L'air de Vénus va donc tout simplement t'écraser. Pour survivre, tu as besoin d'une combinaison hermétique faite de titane et d'un autre matériau tout aussi solide. Sur Terre, nous utilisons une combinaison de plongée atmosphérique comme celle-ci pour pouvoir supporter l'immense pression des profondeurs. C'est comme un mini sous-marin en forme de corps humain. Et il est déjà équipé d'une bouteille d'oxygène. Oui, l'air de Vénus n'est pas seulement irrespirable, il est aussi toxique. La prochaine planète est la Terre. Regarde par le hublot et décide toi-même de ce que tu vas porter aujourd'hui, ok? Allons sur le satellite de la Terre, la Lune. Quelques personnes sont déjà venues ici et elles portaient des combinaisons spatiales assez imposantes. L'essentiel est d'apporter une bouteille d'oxygène. Elle se trouve dans un sac à dos avec le système permettant d'assurer ta survie. Même s'il y fait froid, il n'y a pas d'atmosphère, c'est presque le vide. Et il n'y a pas de particules d'air, donc tu gardes ta chaleur un petit moment. Tu ne gèleras pas instantanément. Ta combinaison elle-même doit être hermétique et conserver une certaine pression atmosphérique à l'intérieur. Plus la pression est faible, plus la température à laquelle un fluide se mettra à bouillir est basse. Dans l'espace, les fluides de ton corps peuvent s'évaporer en quelques secondes. Comme ce n'est pas souhaitable, tu dois porter une combinaison spatiale. Cela te sauvera aussi des dangereuses radiations solaires. La Lune est sans défense contre cela, et la gravité ici est 6 fois plus faible que sur Terre. Tu peux donc sauter 6 fois plus haut et soulever des choses 6 fois plus lourdes. Prendre un peu de poids sur toi est une bonne idée si tu ne veux pas te sentir aussi maladroit que les premiers astronautes. Prochain arrêt, Mars. En été, tu pourras te promener ici en short et en t-shirt. La température la plus élevée enregistrée est d'environ 35 degrés Celsius. En période plus froide, tu devrais porter un pull et une veste chaude, peut-être même 2. La température moyenne est légèrement plus basse qu'au point le plus froid de la Terre. Mais la pression atmosphérique est assez frustrante. Elle est 170 fois inférieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Prends l'altitude à laquelle les avions commerciaux volent sur Terre. Multiplie-la par 3. Les conditions qui règnent dans ces hauteurs sont très similaires à celles de Mars. Il y fait froid et il n'y a pas d'oxygène. Sans combinaison spatiale, tu ne tiendrais que 2 minutes sur Mars. Tu as donc besoin d'une combinaison spatiale hermétique en permanence si tu veux te promener sur cette planète. Les scientifiques de la NASA préparent une nouvelle génération de combinaisons spatiales qui permettront aux astronautes de grimper, ramper et se pencher sans difficulté. Tu te sentiras comme un véritable athlète à la surface de Mars. La gravité y est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu pourrais donc facilement y soulever un animal de la taille d'un tigre. N'oublie pas de lui mettre à lui aussi une combinaison spatiale, bien sûr. Maintenant, nous volons à travers la ceinture d'astéroïdes, plus loin dans l'espace, et nous arrivons sur Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, et c'est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide, donc tu ne peux même pas t'y tenir debout. En théorie, tu pourrais sauter dans Jupiter, mais tu continuerais à tomber jusqu'au cœur de la planète. Imagine que tu te tiennes sur une plateforme juste au-dessus de sa surface. La première chose que tu ressentirais est la force de gravité. Elle y est 2,5 fois plus forte. Tu sens qu'elle te tire vers le bas et tu peux à peine sauter. Ce serait donc sans doute une bonne idée d'équiper ta combinaison spatiale d'un exosquelette afin de soutenir ton corps et de t'aider à te déplacer. De plus, il fait incroyablement froid ici. Tu sentiras un froid d'environ -145 degrés Celsius à la surface des nuages de cette géante gazeuse.
Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est le vent qui souffle constamment. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. C'est presque 2 fois supérieur à la vitesse des avions commerciaux sur notre planète. Ce genre de vent froid va instantanément balayer la chaleur de ton corps. Ta combinaison spatiale doit donc être très épaisse et très chaude. Mais la pression au sommet de ces nuages est presque la même que sur Terre. Techniquement, tu pourrais même enlever ton casque ici si ce n'était le manque d'oxygène et le froid intense. Peut-être que Saturne nous réserve de meilleures conditions. Une autre géante gazeuse. La force gravitationnelle ici est presque la même que sur Terre, donc rien ne pourra restreindre tes mouvements. À l'exception d'une combinaison spatiale massive. Il fait encore plus froid ici que sur Jupiter, et la pression y est la même qu'à environ 5 mètres sous l'eau sur Terre. Ta combinaison spatiale te permettra donc non seulement de respirer et de rester au chaud, mais aussi de garder tes tympans intacts. Hé, accroche-toi bien, tu as failli être emporté par une rafale de vent de plus de 1770 km/h. Ce n'est pas inhabituel sur Saturne. Sur Terre, ce genre de vent pourrait te faire passer d'une côte des États-Unis à l'autre en seulement 2h30. La seule option pour se réchauffer ici est de sauter vers le centre de la planète. Plus tu t'approches du noyau, plus il fait chaud. Mais la pression augmente à une vitesse phénoménale. En seulement quelques secondes de chute libre, même la combinaison en titane la plus résistante sera écrasée. Rendons-nous maintenant sur une surface solide, Titan, la lune de Saturne. Elle fait 1,5 fois la taille de notre lune et est 80% plus lourde. Et sa surface est principalement composée de glace d'eau et de roches. La pression y est un peu plus élevée que sur Terre. Tu n'y ressentirais aucune gêne s'il ne faisait pas extrêmement froid. Titan est 9,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Notre étoile peut donc à peine réchauffer cette lune. L'air y est principalement composé d'azote, tout comme sur Terre. Mais l'oxygène y est complètement absent. Il est donc impossible de respirer sans combinaison spatiale. Il y a peut-être un énorme océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne réchauffe suffisamment le noyau de cette lune pour faire fondre sa glace. De plus, elle doit être extrêmement salée, ce qui signifie qu'elle peut rester liquide même à très basse température. Les 2 planètes suivantes sont Uranus et Neptune. Uranus détient le record de la planète la plus froide de notre système solaire. La température y est d'environ moins 224 degrés Celsius. Alors rapporte la combinaison spatiale la plus chaude que tu aies dans ton armoire. On dit que si tu sautes au centre d'Uranus, à un moment donné, la pression devient si élevée qu'elle transforme l'hydrogène en une croûte de glace. Et si tu descends encore plus bas, tu peux voir son noyau rocheux. Neptune, quant à elle, détient le record des vents les plus forts du système solaire. C'est une géante de glace, tout comme Uranus. Le code vestimentaire ici est donc assez classique. Une combinaison spatiale super chaude, un réservoir d'oxygène et un système de chauffage. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de combinaison spatiale qui te permettrait de survivre sur une géante gazeuse. Mais si tu arrives jusqu'au cœur de Neptune, tu y auras trop chaud. Sa température est presque la même que celle qui règne à la surface du Soleil. Imagine ça, tu gagnes un abonnement à une salle de sport spatiale. Tu vas pouvoir voyager dans le système solaire tout en faisant de l'exercice. Mais attention, la gravité agit différemment selon les corps. Alors découvrons si tu peux devenir plus fort ailleurs ou si tu dois continuer à t'entraîner sur Terre. Ton vaisseau spatial s'approche de la planète naine Pluton. Il fait de plus en plus froid à chaque seconde. Pas étonnant, le Soleil est à plus de 6 milliards de kilomètres. Tu dois être content d'avoir apporté ta combinaison thermique, non ? Pour quitter le vaisseau spatial, les terrains auront besoin de l'aide d'une machine à gravité, car la gravité sur Pluton est à peine un 15e de celle de la Terre. La gravité est la force qui nous attire vers le sol. Plus la masse d'un corps spatial est faible, plus sa gravité est faible. Donc sur Pluton, tu ne peux faire aucun sport qui implique de courir. Si tu le faisais, tu t'envolerais très probablement. Mais tu peux essayer de soulever des éléphants. Après tout, tu ne peux pas le faire sur Terre. Sur Pluton, soulever un éléphant de 900 kg revient à soulever 54 kg. Le prochain arrêt est Neptune. Elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. L'atmosphère de cette planète est sombre et froide. Tu pourrais te sentir dépassé par la taille gigantesque de la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle géante de glace. Peut-être qu'aujourd'hui tu aurais envie de faire des sports d'hiver ? Dire que Neptune vit en hiver perpétuel est un euphémisme. La température moyenne sur la planète est d'environ moins 225 degrés Celsius. Mais la gravité ici est seulement 10% plus forte que celle de la Terre, donc on ne ressent pas beaucoup de différence. Ce monde n'a pas de surface solide, donc tu ne pourras pas quitter le vaisseau spatial. Est-ce que c'est une patinoire de hockey sur glace que je vois ?
Prends tes patins à glace et ta crosse et prépare-toi à jouer contre les autres passagers. Que dirais-tu d'un arrêt rapide sur Uranus? Il s'agit d'une autre géante de glace et la gravité ici est de 90% de celle de la Terre. Tu pourrais faire quelques pompes à l'intérieur du vaisseau spatial car tu ne pourras pas sortir. La surface glacée de la planète est composée d'eau, de méthane et d'ammoniac sous forme liquide. Il n'y a pas de sol solide sur lequel marcher. Mais si tu trouvais un moyen de sortir, tu te sentirais plus léger que sur Terre. Si tu pesais 45 kg chez toi, tu pèserais 40 kg ici. On pourrait appeler ça un régime uranien. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais attention à ses anneaux, qui n'en sont pas vraiment. Ils sont constitués de morceaux d'astéroïdes et de météores qui volent autour de la planète. La masse de Saturne est si importante qu'elle attire de nombreux autres objets sur son orbite. Et en ce moment, tu es l'un d'entre eux. Il est temps d'être créatif avec ton entraînement. Tu as prévu d'expérimenter du parachutisme? Si tu tombes en chute libre dans l'atmosphère de Saturne, tu atteindras la vitesse de 48 km par seconde. N'oublie pas d'ouvrir ton parachute. En y réfléchissant bien, tu ne pourras de toute façon pas toucher le sol. La surface de Saturne est du gaz pur. Petite anecdote amusante, à une époque, Saturne a empêché la formation de la 10e planète du système solaire. Les débris de la planète, qui constituent aujourd'hui en partie les anneaux de Saturne, auraient pu se fondre pour former une planète. Mais ils ont été attirés dans l'orbite de Saturne à la place. Tu t'approches d'Europe, une des lunes de Jupiter. La gravité ici est si faible que tu te sens en apesanteur. Disons qu'il y a un mur d'escalade là-bas, que dirais-tu d'essayer? Normalement, ce sport demande beaucoup de force physique. Mais ici, tu n'auras à porter que 13% de ton poids. Ton ascension vers le sommet sera facile dans ces conditions. En entrant dans l'atmosphère de Jupiter, tu auras l'impression d'être à l'intérieur d'un nuage. Tu vois cette tache rouge dans le coin en bas à gauche? C'est une tempête de 2 fois la taille de la Terre qui fait rage depuis des centaines d'années. Pour s'amuser un peu, pourquoi ne pas faire quelques sauts à l'élastique? Je vais compter jusqu'à 100. Prêt? Partez! La gravité ici est très forte. Elle est 2,5 fois plus puissante que la gravité sur Terre. Donc tu seras probablement épuisé au bout de 30 secondes. Dommage! Oh oh! À l'attention des passagers du vaisseau. Veuillez attacher vos ceintures, vous pourriez subir de fortes turbulences. Pour aller de Jupiter à Mars, il faudra traverser une ceinture d'astéroïdes. Au cas où tu aurais peur que ton vaisseau se heurte à quelque chose, détends-toi. Il y a une distance de 480 000 km entre les astéroïdes. Arrêtons-nous sur Cérès, la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes. Ici, la gravité te fera sentir très fort. Que dirais-tu de t'entraîner au lancer de troncs d'arbres? Les cabers sont de lourdes bûches qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Le but est de les lancer le plus loin possible. Ici, une perche de 80 kg semble en peser 2, soit environ le poids d'un melon. Prêt pour le concours de lancer de troncs d'arbres sur Cérès? Wouhou! Enfin, Mars. Tu te souviens des appuis sur les mains que tu as toujours voulu essayer? Voici l'endroit où les faire. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que tu pourras probablement soulever le poids de ton propre corps sans aucune difficulté. Comme les gens veulent terraformer Mars, ouvrir une salle de sport ici n'est pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? À tous les passagers et membres d'équipage, nous commençons notre descente vers Phobos. C'est une des lunes de Mars. La gravité ici est incroyablement faible. Si tu as toujours rêvé d'avoir une force surhumaine, c'est l'endroit idéal pour toi. Tu peux t'entraîner ici en faisant par exemple de la gymnastique artistique. Commence par faire la roue, puis passe à des figures exécutées en l'air. Sur Phobos, tu pourras faire des triples sauts périaux-arrière en un rien de temps. Ah, regarde! La Terre est sur le point d'apparaître à l'horizon. D'ici, elle est majestueuse. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Au lieu de cela, nous allons visiter la sœur de la Terre, Vénus. Elle a presque la même masse que la Terre, ce qui signifie qu'elles ont une gravité similaire. Les terriens ne peuvent pas survivre sur la surface de Vénus à cause de la grande quantité d'ammoniac dans son atmosphère. Mais imaginons que tu puisses pratiquer du sport en plein air ici. Tu as envie d'essayer le bubble foot? Pour cela, il faut se couvrir avec un énorme ballon et se heurter sans cesse aux autres joueurs. Les gens jouent à ce jeu sur Terre. Sur Vénus, avec sa gravité légèrement plus faible, ça pourrait être un peu plus facile. Mais quand même, tu dois prendre en compte que tu auras une balle de 10 kg comme gilet. Un peu comme un hamster sur Terre, sans compter que ta tenue limitera tes bras et tes jambes. Ce sera un défi, mais ça me semble amusant.
On continue. Si tu atterris sur le côté ensoleillé de Mercure, tu connaîtras des températures de 426 degrés Celsius. Si tu te sens fatigué après ta séance d'entraînement dans l'espace, un sauna humide et relaxant te fera le plus grand bien. Tu te sentiras comme une toute nouvelle personne quand tu arriveras sur la planète suivante. Nous allons voler le plus près possible du Soleil pour que tu puisses ressentir sa gravité. La masse du Soleil est énorme. C'est plus de 333 000 fois la masse de la Terre. Et la gravité est extrêmement puissante ici. Tu aurais du mal à soulever un objet aussi léger qu'une bouteille d'eau s'il était possible de marcher sur la surface du Soleil. Trop chaud, tu dis ? Eh bien, j'imagine que c'est beaucoup plus frais si tu reviens la nuit. Haha, je plaisante. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons sur la Lune, le satellite naturel de notre Terre. Marcher sur la surface de la Lune, c'est comme sauter. Tu pourras sauter jusqu'à 10 mètres, alors pourquoi ne pas essayer le parcours ? Si tu joues au basket, marquer un point sera très difficile. Mais tu pourras sauter plus haut que le panier et faire un slam dunk spectaculaire. Et pourquoi pas du baseball ? Si tu lances la balle vers le haut, tu ne la reverras probablement jamais. Enfin, nous atterrissons sur Terre. Désolé de te décevoir, mais tu ne reviendras pas avec une force surhumaine. Même lorsque tu soulevais un éléphant, la gravité t'aidait beaucoup. Mais ça a été un bon voyage, tu ne trouves pas ? Cela peut faire penser à une scène d'un film de science-fiction ou à un tableau onirique, mais ce sont en fait des images réelles de Mars, cette planète connue pour sa couleur rouille. Des couches de roches et de poussière recouvrent la surface de la planète. Elles sont composées de minéraux riches en fer. C'est pourquoi la poussière sur Mars est principalement composée d'oxyde de fer. Elle flotte dans l'atmosphère et crée une brume rouge orangée autour de la planète. Mais Mars cache des secrets encore plus fascinants, comme ces taches bleues sur sa surface. Elle ressemble à une mer de dunes, sculptée par le vent, d'une largeur d'environ 30 km. Les astronautes ont vu ces dunes au niveau de la calotte polaire nord de la planète. C'est une région qui couvre une superficie à peu près aussi grande que le Texas. Les dunes bleues, formées par les vents, ont la forme de longues lignes de tissage. Les vents sur Mars sont implacables et puissants. Ils transforment la surface stérile de la planète en terrain d'une grande beauté. Ces vents sont influencés par de nombreux facteurs, comme par exemple les fluctuations de température ou la façon dont l'atmosphère de la planète circule. L'atmosphère est mince sur Mars. C'est la raison pour laquelle l'eau liquide ne peut probablement pas y exister pendant une longue période. C'est pourquoi même si Mars n'a que la moitié du diamètre de notre planète, elle possède la même quantité de terre sèche que la Terre. La minceur de l'atmosphère est aussi la raison pour laquelle le vent doit être exceptionnellement fort et rapide pour déplacer le sable et façonner des formes telles que ces dunes. Les vents se déplacent généralement de 16 à 32 km/h sur Mars. Quoi qu'il en soit, même si l'image semble très colorée, les dunes ne sont pas réellement bleues. Les taches bleutées représentent les parties plus froides, tandis que les régions plus chaudes sont d'un jaune orangé. Ces images font partie d'un ensemble de photos publiées pour célébrer le 20e anniversaire d'Odyssée, un vaisseau spatial en orbite autour de Mars. Mars abrite de nombreuses dunes de sable à différents endroits sur toute sa surface. Certaines d'entre elles se sont formées il y a 1 milliard d'années, comme celle de la région de Val Marineris. Elles n'ont pas changé car la pression atmosphérique et les vents qui y règnent sont restés les mêmes. Mais certaines choses changent. Par exemple, certaines dunes se couvrent de givre. Ici, la dune principale présente une série de motifs sombres. C'est peut-être parce que le gel se forme et disparaît en fonction des saisons. Tout comme la Terre, Mars a 4 saisons, mais elles sont 2 fois plus longues que les nôtres. C'est parce que Mars a besoin d'environ 2 années terrestres pour tourner autour du Soleil. Les saisons sont plus rudes dans le sud de la planète que dans le nord. Pendant l'hiver austral, la planète se trouve alors la plus éloignée du Soleil. Mars se déplace assez lentement et son orbite est elliptique, donc différente de l'orbite de la Terre, qui est presque circulaire. Le printemps sur Mars est une saison avec de nombreuses tempêtes de poussière qui se créent dans une partie de la planète et qui finissent par se transformer en énormes tempêtes, à tel point qu'elles recouvrent entièrement celle-ci. Chaque planète de notre système solaire a quelque chose qui la rend spéciale. Jupiter, par exemple, est non seulement la plus grande, plus de 2 fois plus grande que toutes les autres planètes réunies, mais elle possède aussi le plus grand océan du système solaire. Jupiter est composé d'éléments similaires à ceux du Soleil. Il s'agit principalement d'hélium et d'hydrogène. Sur les parties les plus profondes de l'atmosphère de la planète, la température et la pression augmente. C'est pourquoi l'hydrogène gazeux se comprime et se transforme en liquide. Cela donne à Jupiter le plus grand océan, mais il est fait d'hydrogène, pas d'eau.
Il existe aussi une théorie selon laquelle, quelque part à mi-chemin du centre de Jupiter, la pression augmente tellement que les électrons commencent à être expulsés des atomes d'hydrogène. Cela permet au liquide de conduire l'électricité aussi efficacement que la plupart des métaux. Jupiter tourne rapidement, ce qui crée des courants électriques et génère un fort champ magnétique. Mais en tant que géante gazeuse, la planète n'a pas de surface ferme. Les tourbillons et les rayures de la planète sont des nuages froids et venteux d'eau et d'ammoniac. Jupiter abrite aussi la fameuse Grande Tache Rouge, qui est une tempête incroyablement grande, avec des nuages de couleur rouge tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les vents y sont bien plus rapides que n'importe quel ouragan sur notre planète. La Grande Tache Rouge a légèrement changé au fil du temps et est actuellement plus grande que notre planète. Elle est 1,3 fois plus large que la Terre. Les scientifiques ont découvert que ses racines s'étendent sur plus de 320 km dans l'atmosphère de Jupiter. Un cyclone tropical normal, tel que nous en voyons sur notre planète, ne peut s'étendre que sur 15 km du haut vers le bas. En ce moment, la tache rouge devient plus petite et plus grande en même temps. Jupiter possède aussi des dizaines de lunes et quelques anneaux. Mais contrairement aux anneaux de Saturne, ceux-ci sont relativement petits et principalement constitués de poussière et non de glace. Il y a aussi un océan salé sous la surface de Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter. Il est caché sous une épaisse croûte glacée. Il est susceptible de contenir plus d'eau que tous les réservoirs d'eau de surface que nous ayons sur Terre. Cet océan pourrait avoir une profondeur d'environ 100 km, soit 10 fois plus que le point le plus profond des océans de notre planète. Jupiter et Saturne contiennent 10 millions de tonnes de pierres précieuses. La pression à l'intérieur de ces planètes peut transformer le carbone en petits morceaux de diamant. Si tu mets ces diamants sous des températures et une pression extrême, ils peuvent fondre. Cela pourrait probablement donner lieu à une sorte de pluie de diamants. Au début, notre système solaire n'était qu'un nuage tourbillonnant de gaz et de poussière. Il a fini par devenir un disque en rotation avec une étoile centrale au milieu. Presque toutes les planètes de notre système solaire se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du Soleil. Vénus est la seule qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et Uranus tourne sur le côté. Ces planètes sont probablement différentes parce qu'il y a longtemps, d'énormes astéroïdes sont entrés en collision avec elles et les ont un peu déréglées, les faisant en quelque sorte dévier de leur trajectoire. Il y a une chance que Vénus soit une planète habitable, même si aujourd'hui ce n'est certainement pas un endroit où tu voudrais vivre avec ses nuages d'acide sulfurique et son énorme pression atmosphérique. Cette dernière est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Ajoute à cela des températures follement élevées, on peut dire que les conditions sur Vénus sont plutôt défavorables à la vie humaine. Avec ses 462 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, même si elle est plus éloignée du Soleil. Cela est dû au fait que l'atmosphère de Vénus est saturée en dioxyde de carbone. Il piège la chaleur, ce qui fait que la température augmente beaucoup plus qu'elle n'est censée le faire. Mais les simulations ont montré qu'il y a environ 700 millions d'années, Vénus aurait pu être un endroit agréable avec des températures modérées et de l'eau liquide. Ces conditions étaient légèrement similaires à celles que nous avons sur Terre aujourd'hui. Uranus n'est pas une géante gazeuse. Elle est faite de glace. Son atmosphère contient du méthane, ce qui confère un aspect bleu à la planète. Elle a 27 lunes, 2 séries d'anneaux et beaucoup de glace dans son atmosphère. Une journée sur Uranus dure un peu plus de 17 heures. C'est le temps qu'il faut à la planète pour effectuer une seule rotation sur son axe. Mais son inclinaison est si prononcée que la plupart du temps, l'un ou l'autre pôle est dirigé vers le Soleil. C'est pourquoi la durée du jour au pôle Nord est de presque une demi-année. Et une année sur Uranus est aussi longue que 84 années terrestres. Si tu vivais sur Uranus, près de son pôle Nord, tu pourrais voir le Soleil dans le ciel pendant 42 ans. Ce serait l'été. Après cela, le Soleil se coucherait et tu devrais vivre les 42 années suivantes dans l'obscurité. Ce serait l'hiver sur la planète. Neptune est la plus lointaine et la plus petite des géantes gazeuses. La gravité sur cette planète est similaire à celle que nous avons sur Terre. Mais tu ne pourrais pas te tenir debout sur la surface de Neptune, qui est composée de gaz et non de terre ferme. Triton, la plus grande des lunes de la planète, tourne autour de Neptune de façon très inhabituelle. Elle se déplace à l'envers par rapport au reste des lunes de la planète. Triton effectue aussi un lent mouvement en spirale vers l'intérieur en direction de Neptune. Un jour, dans des milliards d'années, elle sera probablement détruite par les forces gravitationnelles de la planète et ne sera plus qu'un anneau autour de Neptune. Cet anneau continuera à être tiré vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il finisse par s'écraser sur la planète.
Pluton est une planète naine et une année y dure 248 années terrestres. Et même si ce n'est pas une planète, Pluton a quand même plusieurs atouts à faire valoir, tels que ses montagnes flottantes. Les glaciers azotés de Pluton comportent d'innombrables collines isolées, chacune pouvant atteindre plusieurs kilomètres de diamètre. Il s'agit probablement de fragments de glace d'eau provenant des hautes terres environnantes de la planète naine. La glace d'azote est plus dense que la glace d'eau. Les scientifiques pensent donc que les collines de glace d'eau flottent dans une mer d'azote gelée, comme les icebergs de l'océan Arctique sur Terre. Hé, voici Bob, le mec de l'espace. Il voyage et soulève des poids. Ici, sur Terre, il peut soulever 68 kilos, soit son propre poids. Ce n'est pas un athlète pro ou quoi que ce soit, c'est juste un androïde ordinaire. C'est l'heure d'y aller. Ok Bob, voyons combien tu peux soulever ailleurs dans l'univers. Premier arrêt, le soleil. Il fait si chaud qu'il vaut mieux y aller la nuit. Je plaisante. Bref, Bob est un robot. Il peut supporter la chaleur. Le soleil n'a pas de surface solide. Il ne quittera donc pas le vaisseau spatial. Un beignet de 85 grammes pèserait 2,7 kg sur le soleil. C'est 31 fois plus lourd. Tout est une question de masse et de densité. Plus de masse, plus de densité, plus de gravité. C'est l'heure de décoller, Bob. Prochain arrêt, Mercure. La gravité y est bien plus faible. Quand Bob monte sur une balance sur Mercure, il pèse 2,5 fois moins. Quelle machine! Ici, il peut soulever 170 kg, soit à peu près autant qu'un âne de taille moyenne. Un âne plutôt confus et sérieusement perdu. Bob doit y aller. Il commence à faire chaud, Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et elle peut chauffer jusqu'à 430 degrés Celsius. Mais Mercure tourne très lentement, donc la nuit, il fait moins 170 degrés Celsius. Vénus. C'est bien que Bob ait des poumons en acier, car les humains ne peuvent pas respirer normalement ici. Vénus est appelée la sœur de la Terre, car elle fait à peu près la même taille. Notre planète est juste un petit peu plus grande, donc la gravité y est presque la même. Bob peut soulever son double de 68 kg, et ce double pourrait tenir un adorable petit chien dans ses bras. Ok, en route pour la Lune. Bob se sent assez fort ici. La gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur Terre. Bob peut donc soulever le rover lunaire avec facilité. En fait, il peut en soulever 2. Un dans chaque main. Cela représente environ 400 kg. Alan Shepard est la seule personne à avoir joué au golf sur la Lune. Une balle de golf lunaire pèse moins de 28 grammes. Un bon swing et bim, la voilà partie. Il s'avère qu'il y a de l'eau à la surface de la Lune. Ce n'est pas un océan, ni même un peu de glace, juste quelques molécules d'eau. Le désert du Sahara contient 100 fois plus d'H2O qu'ici. Mais c'est quand même une découverte assez étonnante. Mars. Si tu t'y rends un jour, tu ressentiras une agréable sensation de légèreté et de force. La gravité de Mars est 2,5 fois plus faible que celle de la Terre. Tu pourrais donc te mesurer à des athlètes professionnels, à condition qu'ils restent sur Terre. Bob peut soulever une moto sur Mars. Bon, il est temps de faire une petite pause dans la muscu et de profiter de la vue. À cause de la poussière et de l'atmosphère, le coucher de soleil est bleu ici. À l'horizon, il peut voir une montagne géante. C'est Olympus Mons, le plus haut relief connu du système solaire. Maintenant, volons un peu plus haut. Phobos. C'est l'une des 2 lunes en orbite autour de Mars. Là-haut, Bob peut à peine ressentir la gravité. Il peut soulever un bus scolaire, et si Bob décide de sauter, ce sera le plus long saut de l'histoire, parce qu'il ne reviendra plus jamais à la surface de Phobos. N'ouvre pas la porte, Bob. C'est Jupiter, une géante gazeuse. Il n'y a pas de surface solide ici. Bob tomberait juste dans un nuage de gaz. Mais Jupiter est 317 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité ici est vraiment forte. Les jambes de Bob sont comme de la gelée. Il n'est même pas facile de se mettre debout. Le maximum qu'il puisse soulever est de 27 kg. Il est temps de rebooster sa confiance en soi. Europa est l'une des nombreuses lunes de Jupiter, et Bob adore être ici. Il peut soulever plus de 500 kg. C'est comme un cheval adulte. Avec ce genre de force sur Terre, il serait assez fort pour renverser une voiture ou même un petit bus. Mais la surface d'Europa est bizarre. Bob se sent presque en apesanteur et il a un peu peur de bouger. Imagine te sentir comme si tu pouvais t'envoler à tout moment. Tu ferais mieux de commencer à prendre du poids si tu veux rester ici. Mange toutes les parts de gâteau que tu veux. Saturne. Celle-ci est aussi une géante gazeuse. Bob va se détendre à bord de son vaisseau spatial. Ici, Bob est presque aussi fort qu'il l'est sur Terre. Le poids maximum qu'il peut soulever est de 64 kg.
Mais Bob ne va pas rester longtemps dans les parages. Le vent est si fort ici, et l'atmosphère est pleine d'ammoniac, ce qui est assez dangereux, même pour Bob. Titan, comme dans Titanic. Non, pas vraiment. La deuxième plus grande lune du système solaire, et il s'y passe beaucoup de choses. Imagine un énorme océan d'eau caché sous la glace, et des lacs faits de liquides étranges. Il y a de l'éthane, du méthane, du butane, du propane liquide. Ce sont des gaz sur Terre. Même s'il ne peut pas subsister ici et qu'il ne peut certainement pas se détendre sur les plages locales, Bob peut toujours faire son malin en démontrant sa force phénoménale. Ici, il peut soulever 7 adultes, soit environ 490 kg. C'est comme soulever un petit morse à bout de bras, ce que je ne te recommande pas. Uranus. Cette planète est une géante glacée et c'est la planète la plus froide de notre système solaire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a pas de surface solide. Heureusement que Bob a apporté une couverture supplémentaire. Il peut y faire aussi froid que moins 225 degrés Celsius. La gravité est un peu plus faible ici que sur Terre, alors Bob ne peut pas trop montrer ses muscles. En plus, c'est un robot, donc il n'en a pas vraiment. Mais il peut quand même soulever quelque chose d'aussi lourd qu'une petite roue de tracteur. Bravo Bob! Neptune. La gravité est plus forte ici. Sur Terre, Bob pourrait soulever 68 kg. Ici, seulement 60. Sans compter que sur Saturne, le vent souffle à plus de 2000 km/h. C'est encore plus rapide qu'un avion F-22 Raptor. Pluton. Ne t'inquiète pas, Bob sait que ce n'est pas exactement une planète, mais c'est bien plus calme ici que sur Neptune. Bob devrait carrément installer une salle de gym ici. Le poids total qu'une personne moyenne peut y soulever est d'environ 1 tonne. Et tu peux sauter à 7 mètres dans les airs. Les Jeux Olympiques de Pluton seraient tellement épiques. Sauf que trop sauter sur Pluton peut être dangereux. Tu ne veux pas, tu sais, bondir accidentellement hors orbite. Dans le futur, les humains pourraient vouloir vivre sur d'autres planètes. Alors Bob doit explorer un peu l'extérieur de notre système solaire. Proxima Centauri b. Elle est à peine plus grande que la Terre et la gravité y est presque la même. Bob se sent comme chez lui, il peut facilement soulever son copilote métallique qui pèse également 68 kg. Kepler 452b. Cette planète est à peine plus grosse que la nôtre, mais elle est beaucoup plus dense et bien plus lourde. La gravité y est presque 2 fois plus forte. Bob peut faire toutes les flexions qu'il veut, mais il peut à peine soulever 2 seaux d'eau. Oh, il est peut-être temps d'appeler l'apprenti sorcier. Mais Bob a de plus gros problèmes. Dans le meilleur des cas, voler vers Kepler 452b prendrait environ 26 millions d'années, soit plus de 50 millions d'années aller-retour. Mieux vaut apporter de quoi grignoter. LHS 1140b. C'est une excellente candidate pour notre future maison. Mais la gravité ici peut vite devenir un peu inconfortable. Elle est 3 fois plus forte que celle de la Terre. Bob sort pour se promener et il a immédiatement l'impression de faire un looping sur des montagnes russes. Le poids maximum qu'il puisse soulever est celui de son robot Labrador bien-aimé, lequel pèse environ 20 kg. Étoile à neutrons. Bob est loin du système solaire maintenant. Même si elle est petite, une étoile à neutrons est incroyablement lourde et possède une gravité très forte. C'est l'un des objets les plus lourds de l'univers. Pourtant, sa surface a une fine croûte de matière solide. Du coup, Bob peut faire atterrir son vaisseau spatial. Mais ici, notre pauvre petit robot est totalement impuissant. Il ne peut même pas soulever une allumette, ni même une aiguille. Bob ne peut même pas se soulever lui-même. La gravité est si forte qu'elle l'aplatit en un robot crêpe. Bye bye Bobby!